D'ailleurs, m'avait oublié. Donc on l'a rappelé pour lui dire, dites donc, vous avez dit partout que vous allez faire un procès, c'est le moment d'aller le faire. Hein. Parce que nous, on veut qu'il y ait un procès. Nous, on veut se battre avec vous, surtout, on ne vous demande pas une fleur. D'accord? Pour nous, vous êtes des fascistes. On peut vous expliquer pourquoi. Mais ce n'est pas vous qui allez décider qu'à la peur d'un procès, vous allez nous empêcher de le faire. Bon, en plus, c'est intéressant. Alors je reviens sur la stratégie. Donc voilà, Nicolas, ce que cela veut dire, Nicolas Demorand. Admettez que nous aussi, nous ayons une certaine intelligence tactique. Nous avons été capables de nous rendre compte avant tout le monde que le débat moral ne voulait rien dire. En ce qui me concerne, ce n'était pas une découverte. Pourquoi? Parce qu'au début de l'affaire, j'ai fait partie des rares qui ont proposé qu'on interdise le Front National. Avec le journal Charlie Hebdo qui faisait une pétition, et quelques personnalités, et le Grand Orient de France qui était aussi pour l'interdiction. Voilà les gens qui étaient pour l'interdiction. Le raisonnement était le suivant, on ne comptait pas empêcher les gens de penser, mais on disait, si la France est le seul pays qui a échappé au fascisme avant-guerre, alors que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, tout le monde est tombé dedans, c'est parce que nous avons dissous à temps les ligues fascistes en France en 1934, en les empêchant de s'organiser et donc de monter leur coup. Voilà. Bon. Ça n'a pas empêché l'histoire, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une leçon de l'histoire. Donc j'étais, moi, déjà sur cette position du choc frontal. Bien. On arrive maintenant à une période, certains arguments ont été utilisés en vain. Quelle doit être la tactique? Je vous dis, vous ne vous rendez peut-être pas compte, parce que, écoutez, on en est tous au même point. Vous êtes dans votre job, vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire, vous n'écoutez pas toutes les radios, vous ne regardez pas toutes les télés. Bon, mais vous avez quand même une couleur qui passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est tous les jours que c'est comme ça. Vous avez le journal les Échos, bon, hein, hier il dit Madame Le Pen double sur sa gauche Jean-Luc Mélenchon à propos des retraites. Le gars qui écrit ça, il sait bien que c'est pas vrai. Pourquoi? Il joue avec ça. Comme a dit un homme de droite, hein, le Front National, c'est la zone érotique de l'information. C'est si vous grattez là, ça fait de l'effet. Bon. Ouais. Donc, ce que je vous dis, c'est ne banalisez pas. C'est un conseil, je m'en fous. Après, vous pensez ce que vous voulez. Vous pouvez avoir une autre tactique. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir extraordinaire de désignation. Et oui. Et quand on ne cesse, nous on a cette impression-là, mais on se trompe, peut-être qu'on se trompe. On a l'impression qu'en gros, et c'est pas qu'une impression, je peux vous parler des porte-à-porte que font mes camarades en cité populaire, pardon de vous le dire, le lepénisme, il rentre pas par la cage d'escalier, le porte-à-porte, parce qu'au porte-à-porte, il n'y a que les nôtres. D'accord? Le Front de gauche, les gens de la CGT, les gens de la CFDT, etc., quand ils militent à gauche. Où sont les fachos? Il n'y en a pas. Ils entrent par où? Par la radio et la télé. Voilà par où ils sont entrés. Nulle part ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Mais je dis pas, ils sont entrés aussi par leurs propres efforts à la radio, à la télé. Mais si on passe son temps à dire, vous avez vu, c'est des gens ordinaires, ils sont bien braves, et ils sont tous ouvriers. Et moi, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un plateau de télé où on me dit pas, oh, vous faites 2%, vous, hein, chez les ouvriers. Elle fait 40%. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, alors je réponds mon truc, on dit, oui, mais elle est à 40%, elle, et vous êtes à 2%. Et sur les communistes, ça y va. Les électeurs Front National, c'est tous des anciens communistes. J'écoute les commentateurs de presse. C'est une honte, ce n'est pas vrai. Ça passe à côté du fait que la responsabilité numéro 1, c'est la droite qui l'a. La responsabilité numéro 2, c'est nous, la gauche. Je l'ai commencé par le dire tout à l'heure. Et vous pouvez quand même admettre d'avoir une petite responsabilité, on va dire la 4 ou la 5, si ça met à l'aise Nicolas Demorand, qui a l'air d'être vexé, ce qui n'est pas du tout mon intention. Offrez-vous ce plaisir, cher Jean-Luc. Mais non, c'est un Allez, plaisir. on va prendre des questions dans la salle. On va faire comme tout à l'heure, plusieurs questions. On va noter très précisément les thèmes et Jean-Luc Mélenchon répondra. Alors, il y a en haut à gauche là. Où est-ce qu'il y a des questions? Alors c'est. Non, je peux le tenir. Voilà. Et bonjour à tous. Voilà, Justin. Allô. Pardon. Ah, pardon, tout en haut à gauche. Excusez-moi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc Justin G, Fédération de l'Isère du PCF. Ma question, en fait, Monsieur Mélenchon, elle se construirait sur un parallèle. Ce parallèle, c'est 2005 et le traité constitutionnel européen, où à l'époque vous étiez avec mes amis, enfin nos amis communistes. Vous étiez donc pour le non au TCE, alors que tout le monde, dans les médias et dans les autres, la plupart des autres factions politiques, étaient pour le oui. Et même 2 semaines avant le résultat du référendum, tous les sondages s'accordaient à dire que le oui allait l'emporter. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2012, finalement, il n'y aurait pas
une sorte de quintuor de tête dont vous faites partie, avec messieurs Bayrou et monsieur Sarkozy qui sont des libéraux qui s'assument, monsieur Hollande qui, de fait, s'assume comme social-démocrate et, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, expliquait qu'il était l'ennemi de la finance sans être contre le système financier, ce qui est un paradoxe absolument ridicule, et bien entendu Madame Le Pen qui est la première courroie du bipartisme, puisque c'est elle qui joue la menace et qui donc appelle au vote utile. Est-ce que finalement tous ces gens ne seraient pas ce on dirait ceux qui sont pour le oui à l'austérité, et vous, Monsieur Mélenchon, au milieu de ça, celui qui serait pour le non à l'austérité? Est-ce que ce ne serait pas aussi pour ça que votre campagne, beaucoup de sondages le disent, et avec tout le respect que j'ai pour Nicolas Demorand, ce ne sont pas ceux qui sont publiés dans Libération, peut-être, est-ce que certains... sans nul doute, l'engouement qui est autour de votre campagne ne serait pas dû au fait que vous êtes le seul qui aujourd'hui tenait face à la pression, les pressions diverses des médias et des corporations? Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions en haut? Allez, on va continuer en haut. Oui, j'en vois. Là, ici, oui, ici. Et puis ensuite, on va redescendre. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est à propos d'un thème qui a été oublié dans la campagne présidentielle, qui est la fonction publique et notamment l'hôpital. Plus personne n'en parle. On pense aux profs, à l'éducation nationale. Mais l'hôpital, c'est le grand oublié, la santé, on en parle vaguement, la sécurité sociale, mais voilà. Hôpital, santé. D'autres questions en haut? Oui. Encore? Là-haut? Non? Ah oui, monsieur, allez-y. Et puis on redescend ensuite. Bonjour, Guillaume Hermite, directeur d'une entreprise d'insertion qui fait dans le chocolat équitable. Je crois beaucoup aux vertus de l'économie sociale et solidaire qui essaie d'allier des mécanismes de marché avec une vision assez forte de l'homme au milieu de tout ça et qui essaie d'utiliser des leviers économiques mais au service de finalités sociales. Dans votre programme, quelle place accordez-vous à ce secteur de l'ESS? Ok, merci, on redescend. Allez-y, oui, voilà. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voudrais déjà remercier Monsieur Mélenchon pour 2 points. Le premier, c'est d'avoir répondu à la place de Monsieur Hollande au sujet du traité de Lisbonne, une question que je lui ai posée tout à l'heure auquel j'ai pas eu de réponse. Voilà, c'était moi, oui. Après, le deuxième remerciement, c'est d'être le seul parti et le seul homme politique à avoir parlé du marché transatlantique sur la scène politique française. Mais bon, vous en avez parlé 2 fois, on vous en parlait plus ni au sein du Parlement européen ni au sein des médias français aujourd'hui. Mais ma question est tout autre, c'est de savoir si vous luttez aujourd'hui contre l'Union européenne et le traité de Lisbonne uniquement pour lutter contre le libéralisme, mais aussi si vous luttez également pour défendre la souveraineté nationale. Voilà. En d'autres termes, est-ce que si l'Union européenne était socialiste, est-ce que vous seriez fédéraliste? Je ne sais pas si c'est clair. Question sur... Je fais une table ronde sur la santé et l'oublié de la mondialisation, Garance Femmes, dimanche. Et je voulais vous poser une question aussi sur le fait qu'on a oublié la santé dans la campagne présidentielle. Tout à l'heure, on a entendu M. Hollande parler que les prélèvements obligatoires ne peuvent pas continuer d'augmenter. Est-ce que ça veut dire qu'on prévoit de les décroître? Parce qu'en fait, c'est ce que demande le MEDEF. C'est-à-dire de diminuer les cotisations, ce qui signifie à très court terme la mort de la sécurité sociale. Et d'autre part, vous avez à juste titre identifié le phénomène Le Pen. Je voudrais aussi que vous nous disiez ce que vous pensez du fait que Marine Le Pen a proposé que la France revienne à la souveraineté monétaire, et je crois qu'elle même je l'ai vu à la télévision brandir les livres de Nikonov, brandir votre livre aussi. Donc en fait, elle brandit des idées qui viennent de la gauche sur des questions de l'euro et sur la question de la souveraineté du crédit. Enfin, c'est mon impression, et qu'elle fait des votes comme ça. Alors j'aurais bien aimé avoir vos commentaires. Moi j'ai eu
l'opportunité aux Nations Unies de rencontrer beaucoup de gens d'Amérique du Sud qui travaillent pour des systèmes de crédit indépendants, notamment l'Équateur et d'autres pays. J'aimerais bien que vous me disiez si vous avez des contacts avec l'Amérique du Sud et qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là. Merci. Merci madame. Monsieur. Bonsoir Monsieur Mélenchon, bonsoir à tous. Une question peut-être un peu plus cynique mais légère sur votre rapport avec Monsieur Hollande, dont on a beaucoup parlé ce soir, même quand il n'était plus là. Avec toutes les saillies verbales récentes que vous avez fait sur lui, bon, je vais pas les redire. Et ce soir, vous l'avez quand même assez égratigné, même si vous l'avez pas exclu du champ de la gauche. Et j'ai de la sympathie pour vous et certaines de vos idées. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, soit en parlant d'Hollande et pas du président sortant actuel, d'enrayer la dynamique actuelle de la gauche qui est plutôt positive, même si on est à 3 mois d'élection? Et pour reprendre une de vos formules, est-ce qu'il ne faut pas mieux un capitaine de pédalo, mais qui arrive à bon port, plutôt que le président actuel qui est au bord du Titanic, qui est en train de couler, et qui, si on en reprenait pour 5 ans, nous entraînerait avec lui dans l'abîme? Merci pour cette question. Alors, on va en prendre une dernière, puis donner à Jean-Luc Mélenchon une première salve de réponses. Allons-y là-bas. Quelques questions à droite. Allez-y, bonsoir. Bonsoir Monsieur Mélenchon. Vous êtes un fin observateur, un fin analyste de la vie politique française et des médias. Et il semblerait que vous tirez de l'analyse des médias un certain populisme assumé, certes, mais que vous revendiquez en tout cas pour justement votre action qui s'inscrirait dans votre stratégie médiatique et électorale. N'avez-vous pas peur, cependant, qu'à terme, cette forme de, entre guillemets, populisme assumé vous porte préjudice? Merci. Allez, on y va. Moi, j'ai une question sur l'amour ensuite. Mais bon, je la garde pour la fin. Au temps du choléra, celui de Garcia Marquez. Bon, je vais commencer par la question qui concerne l'hôpital. Bon, je comprends que vous ayez le sentiment qu'il n'en est pas question, mais tenez compte du fait que souvent, il arrive qu'on réponde aux questions qu'on nous pose. Hein. Si on me pose des questions sur l'hôpital, je réponds sur l'hôpital. Vous m'en posez une, je vais vous répondre. La totalité des services de biens communs, je range ça un peu dans cette catégorie générale pour ne pas être obligé de ne parler que des services publics. Hein, mais les services publics en l'occurrence. Tous sont mis en cause par le libéralisme, je ne vous apprends rien. Et l'attaque libérale se concentre toujours sur un point d'entrée. Par exemple, dans l'éducation nationale, le point d'entrée de la méthode libérale, c'est l'autonomie des établissements. C'est par là que ça rentre. C'est-à-dire la gouvernance, comme ils disent. Et vous avez remarqué qu'ils n'ont touché à rien, mais la première chose qu'ils ont fait, en août de l'année 2007, c'est la loi sur l'autonomie des universités. Ils se sont payés les 2 secteurs clés, la classe ouvrière organisée cheminote et l'université. Donc, à l'école, c'est ça. Le modèle qui s'apprête aujourd'hui à décliner pour tous les établissements scolaires, celui-là. À l'hôpital, le cœur du cœur, le point par lequel l'affaire rentre, c'est le paiement à l'acte. C'est-à-dire la dénaturation complète de la structure de soins qui passe d'une structure de soins à une personne à l'organisation de la rentabilisation des actes médicaux. Et on passe dans un autre système. C'est à cet endroit-là que la contradiction, que tout le reste va s'organiser. Le calcul des réussites, des recettes, des dépenses, des déficits, etc. Donc, clairement, parce que je n'ai pas là le temps de tout décliner sur les